Aristote, la physique. Préface. Page 29. Il y a des questions que les sciences rencontrent dès leur premier pas et qu'elles doivent résoudre. Il en est d'autres qu'ils doivent omettre, parce que ce sont des obstacles vains que leur repose un scepticisme plus habile que sincère. Les sciences s'appuient chacune nécessairement sur certains axiomes qu'elles admettent sans contrôle, et à défaut de cette foi implicite et instinctive, l'édifice de la science ne pourrait être construit parce qu'il manquerait de base. La physique ferait donc bien de dédaigner ces hautaines et absurdes négations et de procéder comme la géométrie, qui ne discute jamais que des questions essentiellement géométriques. Mais cependant, comme les philosophes qui ont nié le mouvement ont touché à des questions physiques, tout en se mettant en dehors de la physique véritable, Aristote croit devoir s'arrêter un instant à repousser leur erreur, et pour expliquer la possibilité du principe de l'être, du mouvement, il remonte jusqu'aux éléments et au principe de l'être. C'est le sujet du premier livre de la physique, consacré presque tout entier à cette discussion. Sans doute, il n'a pas aujourd'hui l'intérêt qu'elle offrait au temps d'Aristote, et une réfutation de Parménide et de Mélissus ne pique pas très vivement notre curiosité, mais il est bon de s'en faire toutefois quelque idée, pour mieux suivre tous les progrès de la science. Parménide et Mélissus soutenaient que tout être, quel qu'il soit, est essentiellement un, et ils ne voulaient pas même distinguer dans l'être la substance et les attributs. Ils confondaient tout ce qui entre dans la composition de l'être, et tous les êtres sous cette obscure formule dont Aristote s'attache à démontrer l'inanité. Les mots d'être et d'un ont plusieurs sens, et il ne serait pas mal de bien marquer dans lequel de ces sens différents on prétend les employer. L'être existe avec une unité apparente, mais pour peu qu'on veuille examiner cette unité, on y découvre bientôt une multiplicité d'éléments. La réalité de l'être n'est pas la même que celle de ses attributs et de ses accidents. Les attributs n'existent pas par eux seuls, et il faut préalablement, et de toute nécessité, l'être substantiel pour les soutenir et leur communiquer une réalité que par eux-mêmes ils ne possèdent point. En regardant aussi à la définition des êtres, on voit sans peine qu'ils n'ont pas cette unité prétendue qu'on leur suppose si gratuitement. L'homme, par exemple, quand on le définit, est un animal bipède. Or, la qualité de bipède n'est pas un accident de l'homme. Elle n'en est pas séparable, car l'idée de bipède est impliquée dans l'idée d'homme, tandis que l'idée d'homme n'est pas impliquée dans celle de bipède. Ainsi, l'homme qu'on veut faire si complètement un ne l'est pas logiquement plus qu'il ne l'est matériellement. Ce qui est dit de l'homme pourrait également s'appliquer à tout autre être, et chacun des êtres, loin d'avoir l'unité qu'on croit, est composé d'éléments essentiels qui sont en lui comme autant de principes multiples et distincts. Anaxagore n'est guère plus sensé que Mélissus, et Parménide, quand il soutient que tout est dans tout, et quand il confond dans ses homéoméries ou parties de toute chose un véritable chaos, ou parties similaires, tous les éléments de l'univers, c'est faire de toute chose un véritable chaos, et ce n'était pas la peine d'essayer de débrouiller par l'intelligence le chaos primitif pour aboutir à cette explication incompréhensible. Il faut donc en revenir à quelque chose de plus clair et plus vrai, et reconnaître que l'être est si peu
un au sens où on le dit, qu'il peut avoir des contraires. Les partisans les plus aveugles de l'unité de l'être sont forcés d'avouer que le même être subit dans des changements. Et, par exemple, il est tantôt chaud, tantôt froid. Or, ce sont là des contraires et par conséquent des principes. Mais les contraires ne peuvent jamais être moins de deux dans l'opposition qui les sépare et qui en même temps les rattache l'un à l'autre. Ils détruisent donc la prétendue unité de l'être. D'autre part, ils ne peuvent pas être trop multiples, car s'ils étaient en nombre infini, ils deviendraient inaccessibles à la science, puisque la science ne peut jamais parcourir l'infini. Ainsi voilà déjà deux conclusions irréfutables. L'être n'est pas un, et les principes qui le composent sont en nombre limité. Mais quel est ce nombre? Évidemment, il ne peut pas y avoir dans l'être deux principes seulement. Ces deux principes seraient des contraires, et les contraires ne peuvent agir l'un sur l'autre. Par exemple, pour prendre les contraires imaginés par Empédocle, qu'est-ce que l'amour peut sur la haine? Qu'est-ce que la haine peut sur l'amour? Il y a donc entre les deux contraires une nature qui leur sert de support commun, si ce n'est simultané. Et cette nature, c'est la substance, que les contraires modifient et changent tour à tour, n'existant qu'en elle-même et par elle-même. Dans toute production de phénomènes, il y a toujours ainsi quelque chose qui subsiste et qui reste un numériquement, mais la forme varie et elle revêt des contraires qui la diversifient dans chaque genre. Ainsi l'homme subsiste et demeure, bien que successivement il fasse de la musique ou qu'il cesse d'en faire. Il est musicien ou il ne l'est pas. Mais pour sa substance, il n'y a ni opposition possible, ni équivoque. Il est toujours homme sous les modifications accidentelles qu'il subit. La substance n'est jamais l'attribut de quoi que ce soit, tandis que les accidents sont les attributs nécessaires de ce qui les reçoit et est dénommé d'après eux. Par conséquent, dans tout phénomène qui se produit et qui devient, on peut distinguer le sujet et la forme, mais comme la forme peut être l'un des deux contraires, et comme il n'y a jamais qu'un des deux contraires qui puisse réellement exister, à la substance et à la forme, il faut ajouter la privation pour tenir compte du contraire qui est momentanément absent et qui, les conditions étant données, peut se substituer à l'autre contraire qui est nécessairement seul tant qu'il est. Donc, en résumé, les principes de l'être sont au nombre de deux, en les considérant à un certain point de vue, et ils peuvent être jusqu'à trois, en les considérant à un point de vue légèrement différent, la matière ou le sujet, la forme et la privation. La matière existe préalablement, et la forme vient s'y joindre en la déterminant. La matière prise dans toute sa généralité n'est pas précisément l'être lui-même. Elle est à l'être réel et particulier que nos sens perçoivent. Ce que l'air est à la statue, ce que le bois est au lit qui en est fait. L'être ne paraît pas sans scène, mais elle est autre chose que l'être, tant qu'il n'a pas reçu la forme propre qui le constitue essentiellement. Voilà cette théorie fameuse de la matière et de la forme, si souvent reprochée à Aristote, et que l'on critiquera sans doute plus d'une fois encore. Pour moi, je la trouve simple et vraie, et elle n'a pas même le tort d'être obscure. Tout au plus accorderais-je à quelque subtilité, sans être d'ailleurs en rien sophistique. La matière et la forme sont les éléments logiques et réels de l'être. Mais pour l'étude spéciale qu'Aristote poursuit dans sa physique, cette doctrine était indispensable, et elle a une importance toute particulière, du moment que l'être n'est plus un comme le croyait Parménide et Mélissus. Il n'est pas immobile,
comme il le soutenait avec plus de conséquences que de raison. Oui, sans doute, si l'être ne peut pas avoir de mouvement, mais s'il a une partie qui change, et si à la substance s'ajoute la forme, dès lors le mouvement est possible, car la forme change, puisqu'il peut passer d'un contraire à l'autre, et qui dit changement, dit mouvement par cela même. L'unité de l'être est incompatible avec sa mobilité, mais du moment que l'être est multiple, il est susceptible de mouvement, et c'est la forme qui est en lui l'élément mobile, tandis que la substance, comme son nom même l'indique, demeure et subsiste telle qu'elle est, sans avoir jamais de contraire et sans jamais être mue. L'école d'Halley n'osait pas du premier coup risquer cet énorme paradoxe qui nie le mouvement dans le monde et qui contredit si audacieusement le sens commun et l'attestation de nos sens, mais elle niait d'abord le mouvement dans l'être lui-même, pour arriver plus sûrement avec Zénon à le nier dans l'univers. Non seulement Aristote croit, par cette doctrine des principes de l'être, démontrer la possibilité du mouvement, il y trouve, en outre, cet avantage de résoudre diverses questions qui avaient embarrassé les anciens philosophes et qui sortaient de ce singulier système de l'unité. Rien ne vient de rien, disaient-ils dans leur inexpérience, et par conséquent, rien ne naît, rien ne périt. C'était nier toute génération, et de cette façon encore, l'unité de l'être impliquait nécessairement son immobilité. La théorie de la matière et de la forme explique cela sans la moindre peine. Sans doute, rien comme on le dit, ne vient du non-être, mais une chose devient ce qu'elle n'était pas. Subsistant dans sa matière, il change dans sa forme. Le contraire que supposait la privation prend la place du contraire réel qui disparaît après avoir été, et ce nouvel attribut sort, si ce n'est absolument, tout au moins d'une façon indirecte, de la privation qui est en soi le non-être. La chose n'est pas ce qu'elle devient, précisément parce qu'elle le devient, mais c'est de ce qu'elle n'était pas qu'elle tire la forme nouvelle qu'elle reçoit. La génération ainsi conçue suppose changement d'un contraire, suppose l'être. Elle est alors toute relative, car c'est le simple changement d'un contraire dans un contraire. Mais la génération absolue ne suppose pas moins l'être que la génération relative d'une qualité. Un être vient toujours d'un être antérieur, et c'est, par exemple, l'homme qui engendre l'homme, grâce à cette distinction, qui est à peu près celle de l'acte et de la puissance. Les anciens philosophes auraient compris que quelque chose peut venir du non-être, et ils ne se seraient pas tant troublés d'une difficulté qui n'est que spécieuse. On le voit donc, le premier livre de la physique est presque entièrement polémique, mais de cette polémique ressort la certitude de ce grand fait du mouvement que des écoles plus audacieuses que raisonnables avaient ébranlé dans la croyance commune. Aujourd'hui, la réfutation de telles doctrines nous semblerait bien peu utile. Mais elle l'était au temps d'Aristote, et l'école d'Halley était encore assez puissante pour qu'il y eût opportunité à la combattre et à démontrer ses erreurs. À cette affirmation du mouvement succède dans tout le second livre de la physique une longue définition de ce qu'Aristote entend par la nature. C'est, en effet, dans l'ordre de ses idées, la première question qui se présente, puisqu'il identifie à peu près complètement le mouvement et la nature, que le mouvement anime tout entière. Entre les êtres qui sont dans la nature ou qui existent naturellement et ceux que produit l'art de l'homme, il y a cette profonde différence que les premiers portent en eux-mêmes le principe de leur mouvement ou de leur repos,
et que les seconds n'ont de repos ou de mouvement que par l'intermédiaire des éléments naturels dont ils sont composés. Ainsi, c'est la nature qui fait les animaux, les plantes et les corps simples tels que la terre, le feu, l'air et l'eau. Toutes ces choses sont en elles-mêmes ou la cause d'un mouvement de locomotion dans l'espace et d'un développement spontané, ou la cause d'une inertie qui les maintient dans le lieu où elles sont. Au contraire, les choses produites par l'art, un lit, par exemple, un vêtement, n'ont en tant que tel aucune tendance à changer. Et s'ils changent, ce n'est qu'indirectement et comme forme de certains éléments naturels qui ont la faculté propre de changer et d'être mus. La nature est donc dans les êtres qu'il crée le principe et la cause du mouvement et du repos. Les êtres sont appelés naturels. Ils sont dits de nature quand ils sont en eux-mêmes et considérés seuls, ou le mouvement ou l'inertie. Je ne voudrais pas soutenir que cette définition de la nature soit à l'abri de toute critique, mais il faut l'accepter telle qu'Aristote nous la donne. Lui-même, sans doute, l'a trouvée insuffisante, car il essaie de l'approfondir un peu davantage. Il se demande donc, puisqu'il reconnaît deux éléments essentiels dans l'être, la matière et la forme, avec la privation, si c'est la matière ou la forme qui est la véritable nature des êtres, il incline à penser que la forme d'une chose est bien plutôt sa nature que ne l'est la matière, car la matière n'est en quelque sorte qu'en puissance, tandis que la forme est l'acte et la réalité. C'est la forme qui constitue précisément l'essence de chaque chose, car c'est d'après sa forme et non d'après sa matière que l'être, quel qu'il soit, est dénommé. C'est sa forme qui fait son espèce. Mais à ces deux premières causes, la matière et la forme, il faut en ajouter deux autres pour comprendre la nature des êtres dans toute sa généralité. Ces deux autres causes, ce sont l'origine du mouvement et le pourquoi des choses. Les causes sont ainsi au nombre de 4. La cause matérielle, la cause essentielle ou formelle, la cause motrice et la cause finale. Ces 4 principes épuisent l'être tout entier et on les retrouve perpétuellement dans la nature pour peu qu'on l'étudie. Tout y a une matière, tout y a une forme, tout y a du mouvement et de plus, tout y a une fin. Aussi Aristote, se souvenant des leçons de Platon, combat-il avec la plus grande force cette absurde doctrine qui croit trouver du hasard dans la nature. Il atteste pour la réfuter et le spectacle du ciel, où tout se passe avec une merveilleuse régularité, et l'organisation des animaux, toujours tel organe répond à telle fonction. Il raille Empédocle, qui s'est imaginé que les parties des animaux se correspondent si admirablement les unes aux autres par un simple effet du hasard, et que les grands phénomènes cosmiques sont sans loi et peuvent s'accomplir tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Le vrai physicien, on étudie les 4 espèces de causes, se convaincra aisément que la nature agit toujours en vue d'une fin, et précisément parce qu'elle est régulière dans l'immense majorité des cas, elle n'est pas soumise à une aveugle puissance. Elle n'est donc pas sous le joug de la nécessité. On objecte, il est vrai, que certains phénomènes naturels produisent simultanément des effets tout différents et que, par exemple, la pluie qui tombe fait pousser le grain dans le sillon, en même temps qu'elle pourrit dans la grange. Et si la toiture de la grange est délabrée, on en conclut que la pluie est un simple phénomène nécessaire qui résulte de la condensation des vapeurs dans les parties élevées de l'atmosphère où elles se convertissent en eau pour retomber sur le sol. Mais dira-t-on aussi que c'est une nécessité intelligente qui fait que toujours dans la mâchoire des animaux les dents de devant sont incisives et aiguës pour trancher les aliments, tandis que les molaires sont propres à broyer parce qu'ils sont larges.
Osera-t-on soutenir que c'est là une simple coïncidence et que c'est un pur accident qui a fait que les choses se sont produites dans des conditions de durée convenables, absolument comme elles se seraient produites si elles avaient un but prédéterminé et réfléchi? C'est croire avec Empédocle qu'il y a eu jadis des taureaux qui avaient des visages humains, des oliviers qui portaient des raisins, et que c'est après une foule de combinaisons, toutes plus impossibles les unes que les autres, que les taureaux et les hommes, les olives et les vignes ont été enfin ce que nous les voyons. Soutiendra-t-on aussi que c'est un hasard qu'il fasse mauvais temps en hiver et qu'il fasse beau en été? Est-ce encore par hasard que les fourmis, les abeilles, les araignées même exécutent leurs étonnants travaux? Est-ce un hasard que l'hirondelle dispose si habilement le nœud de sa jeune couvée, que dans les plantes même les feuilles couvrent si utilement le fruit, et que les racines poussent toujours en bas pour trouver leur nourriture dans le sol qu'elles pénètrent? Ainsi, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de nécessité dans la nature. Et ce que l'on appelle vulgairement nécessité et hasard, ce que nous ne comprenons pas. On ne peut nier que parfois la nature ne se trompe, et qu'en voulant réaliser la forme qui en est son but principal, elle n'échoue quelquefois dans ses efforts. Ainsi, les monstres sont une déviation des lois ordinaires et d'un but vainement cherché. C'est la perversion de la semence et du germe par une cause qui nous reste ignorée. Mais toujours le principe tend au même résultat, à moins qu'il n'y ait quelque obstacle qui l'arrête. Il est vrai que dans la nature, le moteur est souvent impénétrable et invisible, mais ceci ne veut pas dire qu'il ne soit pas intelligent. La nature, répétons-le bien haut, est une cause, et une cause qui agit en vue d'une fin. Le nécessaire, quoi qu'on en puisse penser, n'a point les choses une existence absolue. Il n'a qu'une existence conditionnelle et en quelque sorte hypothétique. C'est-à-dire que certaines données étant admises, il en résulte nécessairement certaines conséquences. Ainsi, la maison devant être construite, il faut nécessairement que les matériaux les plus lourds et les plus solides soient dans les fondations et que les plus légers soient au fait. C'est encore de la même manière que la scie, pour accomplir son œuvre, doit nécessairement avoir des dents de fer. Mais ni la maison ni la scie ne sont nécessaires. Ce qu'il est uniquement, c'est que tel but devant être atteint, il faut employer tel moyen pour atteindre ce but. Le nécessaire, même en mathématiques, est simplement consécutif, comme il l'est dans la nature, et le domaine de la nécessité est beaucoup plus restreint qu'on ne l'a cru, en s'en rapportant à une étude trop superficielle. Après cette magnifique apologie de la nature, Aristote en arrive au mouvement et il essaie d'abord de le définir avant de l'expliquer. La définition du mouvement telle que l'a donnée Aristote est célèbre, et elle a été bien des fois tournée en ridicule, bien qu'elle ne le mérite pas plus que la théorie de la matière et de la forme. Pour ces abstractions, le point vraiment difficile, c'est de les comprendre, mais une fois bien comprises, on voit qu'ils ne sont ni fausses, ni utiles. Ainsi, quand Aristote définit le mouvement, l'acte du possible, il faut, au lieu de s'étonner, tâcher de savoir ce que signifie cette formule.
Celle-là s'éclaircira tout à fait pour nous si nous rappelons ce qu'il vient de dire de la forme et de la matière. La matière est l'indéterminé. La forme est au contraire ce qui détermine l'être et le fait ce qu'il est. Il y a donc un mouvement pour que la forme se joigne à la matière. Et comme il n'y a pas de mouvement en dehors des choses, il faut toujours, quand l'être change, que le changement se produise ou dans la substance, ou dans la quantité, ou dans la qualité, ou dans le lieu de l'être. Mais comme l'être peut être ou réel ou simplement possible, c'est le passage du possible au réel qui constitue le mouvement, et voilà comment le mouvement est défini. L'acte ou la réalisation du possible en tant que possible, par exemple l'airain et la statue en puissance, c'est-à-dire que l'airain peut devenir statue, mais ce n'est pas en tant qu'airain qu'il est mis en mouvement, c'est seulement en tant que mobile. Le mouvement n'a lieu qu'au moment même de l'acte. Il n'existe ni avant ni après. L'acte d'une maison qui est à construire, c'est la construction. Avant que la maison ne soit construite, il n'y a pas encore de mouvement. Elle est simplement possible. Après qu'elle est construite, il n'y a plus de mouvement. Il n'y en a qu'au moment où l'acte s'accomplit avec plus ou moins de rapidité. Aristote ne se dissimule pas d'ailleurs que cette définition pourra fort bien ne pas satisfaire tout le monde, mais il remarque avec grande raison que définir le mouvement est chose très ardue. Et il croit pouvoir affirmer que la définition qu'il risque est peut-être encore la moins imparfaite qui puisse en être donnée. Une conséquence très grave de cette définition, c'est que le mouvement n'est pas à proprement parler dans le moteur, il est dans le mobile, puisque c'est dans le mobile que le mouvement se réalise et devient actuel. Il n'est en quelque sorte qu'en puissance dans le moteur. 2. Mais si, d'une manière générale, le mouvement est l'acte du possible, chacun des mouvements particuliers sera défini par une modification de cette formule commune. Ainsi, l'altération sera l'acte de l'être qui peut être altéré, et ainsi de suite. Le mouvement étant connu comme sa définition, dans sa définition, on ne peut pas encore l'étudier en lui-même, et voici pourquoi. C'est que le mouvement est un continu, et comme le premier caractère du continu, c'est d'être divisible à l'infini, il faut, pour bien traiter du mouvement, rechercher d'abord ce qu'est l'infini. D'autre part, le mouvement n'étant possible qu'aux deux conditions de l'espace et du temps, il faut préalablement étudier le temps et l'espace, ainsi que l'infini. Aussi, le troisième livre de la physique est-il rempli par une théorie de l'infini, après la définition du mouvement, de même que le quatrième livre est consacré aux théories de l'espace, du vide et du temps. Je m'arrête à chacune de ces théories avec Aristote, et je commence par celle de l'infini. Aristote s'assure d'abord que la théorie de l'infini appartient bien à la science de la nature, et la preuve qu'il en allègue, c'est que tous les philosophes naturalistes l'ont traité chacun à leur point de vue. La seule différence entre eux, c'est que les uns ont fait de l'infini une substance, tandis que les autres y ont reconnu comme attribut. Mais tous, sans exception, ont considéré l'infini comme un principe, car si l'infini avait un principe, il aurait une limite, il cesserait par là même d'être l'infini. Loin de venir d'un principe, c'est l'infini qui est le principe de tout le reste. Il est incréé, il est impérissable, immortel et indestructible. On peut, non sans raison, le confondre avec la divinité elle-même, comme le faisait Anaximandre, imité en cela plus d'un autre. Aristote s'attache à prouver l'existence de l'infini, car il a cru devoir prouver l'existence du mouvement.
Il en démontre la réalité par 5 arguments principaux. D'abord, le temps, qui est infini. Et ici, Aristote prend le temps dans le sens de l'éternité platonicienne. En second lieu, la divisibilité de toute grandeur, qui peut être poussée à l'infini. Troisièmement, la succession infinie et intarissable des êtres, puis la nécessité absolue de l'infini pour comprendre le fini, enfin. Et ce 5e argument est le plus puissant de tous, la constitution même de l'intelligence humaine, qui conçoit des nombres sans fin, des grandeurs infinies comme les nombres, et en dehors du ciel, un espace qui est infini tout aussi bien que les nombres et les grandeurs, que cet espace soit d'ailleurs vide de corps ou peuplé de mondes, analogue à celui que nous habitons. Du reste, l'explication de l'infini est peut-être plus difficile encore que celle du mouvement. Et soit qu'on admette l'existence de l'infini, soit qu'on la rejette, on rencontre de part et d'autre des impossibilités devant lesquelles s'arrête et succombe l'esprit humain. Aussi, Aristote ne se flatte pas d'épuiser ce sujet, et il s'attache plus spécialement à quelques points. Il remarque d'abord que le mot d'infini a plusieurs sens qu'il faut distinguer avec grand soin. Il signifie dans un premier sens et essentiellement ce qui ne peut être ni parcouru ni mesuré. Par sa nature, l'infini est incommensurable, de même que le son est naturellement invisible, perçu par notre oreille et non perceptible à nos yeux. Dans un autre sens moins précis, on appelle infini ce qui est sans terme, ou ce qui n'a pas le terme que par nature il devrait avoir. Enfin, une grandeur quelconque étant donnée, on peut toujours y ajouter ou en retrancher. La division et l'addition sont donc également infinies. Mais l'idée de corps et l'idée d'infini répugnent essentiellement l'une à l'autre. Le corps implique nécessairement une surface, et la surface non moins nécessairement une limite. Le corps est ce qui a des dimensions en tous sens, mais les dimensions de l'infini doivent être infinies comme lui, c'est-à-dire que les dimensions prétendues de l'infini cessent d'être des dimensions véritables. Aristote en conclut que parmi les corps que nos sens perçoivent, il n'en est pas un qui puisse être infini, car si l'un des éléments était infini, soit le feu, l'air, l'eau ou la terre, il aurait bientôt absorbé tous les autres et remplirait seul l'univers. Il ne peut donc pas y avoir de corps sensible infini. D'ailleurs, tout corps est dans un lieu, et quel peut être le lieu de l'infini, si ce n'est l'infini lui-même. Puis, si l'infini est un corps, ainsi qu'on le prétend, il aura donc une position, puisque tout corps se porte naturellement ou en haut ou en bas, selon qu'il est pesant ou léger. Mais alors il faudra diviser l'infini, et une de ses parties serait en haut, tandis que l'autre serait en bas. Rien de tout cela n'est acceptable, et même le génie pénétrant d'un anaxagore n'a pu introduire la lumière dans ces obscurités. Aristote n'a pas la prétention de faire beaucoup mieux que ses devanciers, mais les explications qu'il tente pour faire comprendre la nature de l'infini sont des plus ingénieuses. On ne peut pas dire de l'infini qu'il existe absolument. Il est simplement en puissance. Il n'est jamais en acte. Pour s'en faire
quelque idée un peu approximative. Il faut regarder à ces portions du temps qu'on appelle des époques qui n'ont pas cependant une existence parfaitement déterminée, bien que cette existence soit très réelle. Qu'est-ce qu'un jour, par exemple, et à quel moment le saisir dans sa durée limitée? Qu'est-ce également qu'une Olympiade, bien qu'elle dure 4 ans? Le jour n'en existe pas moins, quoi qu'à tout moment il devienne, et que sans cesse il soit autre. Nous le comptons après qu'il est écoulé, mais comment le compter pendant qu'il s'écoule? À quel instant l'arrêter et le fixer? En un sens, il est, et un autre sens, il n'est point. C'est là justement le cas de l'infini, et l'on peut dire de lui, tout aussi bien que du jour de l'Olympiade, qu'il est et qu'il n'est pas tout ensemble. L'être appartient pas à l'Olympiade et au jour, en tant que ce seraient des substances séparées et individuelles. Le temps qui les forme, on est toujours à devenir et à périr toujours. Mais si l'on veut une image encore plus exacte de l'infini, c'est dans la grandeur qu'il faut le considérer, dans la grandeur indéfiniment divisible, la grandeur, du moins dans les limites où nous pouvons l'observer, subsiste et demeure, restant sous la prise de notre observation. Elle ne s'écoule pas comme le temps qui nous échappe sans que nous puissions le retenir un seul instant. Le temps est pareil aux générations successives des hommes. Il n'y a, si l'on veut, ni interruption, ni lacune entre elles. Mais si elles naissaient sans cesse aussi, elles périssent. Au contraire, la grandeur reste permanente, soit donc une grandeur que l'on divise selon une proportion restant toujours la même, et, par exemple, par moitié, le nombre des divisions s'accroît de plus en plus et sans avoir de fin. La portion qui reste, bien que se réduisant sans cesse, pour toujours être divisée par moitié successive, et la division ne s'arrête pas plus que l'addition. D'un côté, on augmente, de l'autre, on diminue. Mais l'infini est également des deux côtés, que dans l'autre. On pourra s'approcher de la limite autant qu'on le voudra, mais on ne pourra jamais l'atteindre. L'infini est donc en puissance, mais il ne sera jamais en acte. Et nous avons beau faire, notre esprit ne pourra jamais le réaliser. L'infini ne peut d'aucune façon être en soi comme est là le fini, et c'est là justement ce qui l'en sépare.